Il ne résista pas lorsqu'on lui passa les chaînes. De la main gauche, il essayait encore de se signer, mais il n'y parvenait pas. La peau se déchirait au niveau des articulations, ses paumes suintaient de pus. À ses pieds gisait le masque arraché à l'hérétique, un masque de fer avec un clou enfoncé dans la bouche. Charles le Chauve, empereur de Francie occidentale, n'était plus un souverain, mais un corps, gonflé, brûlant, gémissant. On le ramena dans la salle sous bonne garde, laissant sur le banc une trace brun-noir mêlée de sang. Il continuait à brûler, à signer, à désigner, et ne remarquait même plus que derrière lui, des serviteurs déguisés en médecins et en diacres prenaient des empreintes sur la cire et les transmettaient aux tantes voisines. Il savait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Mais il tenait toujours la plume. Au printemps 1866, le premier foyer de peste apparut à Lyon. 8 jours plus tard, on comptait 11 morts, dont 5 présentaient des ulcères à l'aine, des taches bleues sur le cou, une respiration sifflante et la langue noire. La maladie venait du sud, comme tout à cette époque. Les épices, les hérétiques, les mercenaires. L'empereur vivait alors depuis 6 mois dans le monastère Saint-Marcel, transformé en quartier général militaire et en tribunal. Il ne sortait que rarement, uniquement pour assister aux exécutions 3 fois par semaine. On brûlait principalement des femmes, souvent enceintes. Les accusations étaient toujours les mêmes: sorcellerie, communication avec les esprits, possession d'herbes inconnues. Les aveux étaient obtenus par interrogatoire sous l'eau à l'aide de tiges brûlantes et de cordes. L'empereur approuvait personnellement la pratique du baptême sacré, qui consistait à maintenir la tête de la victime dans des cuves remplies de vinaigre jusqu'à ce qu'elle avoue tout. Un serviteur qui écrivait à la cour a laissé une note. Son visage était noirci par la chaleur ce jour-là, ses yeux étaient rouges, ses jambes bandées. Il respirait à travers un tissu imbibé d'alcool. Il en a exécuté 6. Il a dit qu'il en brûlerait 100. À cette époque, Charles était déjà malade. Les médecins décrivaient une fièvre incessante, une urine foncée, une lourdeur dans le côté. Dans les rapports du moine Hildebert, on trouve cette phrase: « L'empereur dort assis, car lorsqu'il est couché, il étouffe à cause de la chaleur et du fluide. » Son pubis et ses aisselles étaient couverts de plaies, mais celles-ci étaient dissimulées. L'empereur interdisait de parler de son état, et le médecin Bertrand, qui avait prononcé le mot « peste », fut excommunié et emprisonné dans une cave. Tout cela se passait dans un contexte de persécution croissante. Au cours du mois d'avril, plus de 50 personnes furent brûlées, principalement à Arles, Avignon et dans les environs de Toulouse. Presque tous étaient des hérétiques issus des classes pauvres, des artisans et des moines errants. L'un d'eux, mentionné dans les notes du juge Godin, maudit Charles sur le bûcher. « Tu mourras comme un porc, en pourrissant, enchaîné, oublié. » Le lendemain, l'empereur commença à vomir du sang. Les soins médicaux se limitaient à des lavages au vinaigre, à des poudres de cornes de licorne et à des fumées de genévrier brûlé. On lui faisait des saignées aux chevilles et au cou. Après quoi, il perdait connaissance, mais demandait qu'on recommence. On lui frottait l'aine et le dos avec des pommades à base de graisse de rat, de soufre et d'écorce de grenade broyée. Tout cela était accompagné de prières quotidiennes et de cris de repentance que l'empereur écrivait sur du parchemin et ordonnait de lire aux hérétiques avant leur mort. Il croyait qu'en brûlant l'hérésie d'autrui,
il purifierait sa propre chair. Mais sa chair ne se purifiait pas. En mai, il avait perdu plus de 10 kilos. Ses mains tremblaient, sa langue était enflée, il avait du mal à avaler. Ses glandes inguinales enflèrent et commencèrent à s'infecter. Il fut transféré dans une chambre isolée et enfermé. Seuls 2 moines, son confesseur et le vieux médecin Ghislain, qui disparut plus tard, étaient autorisés à entrer. Selon la rumeur, il aurait été étranglé pour avoir osé dire « Il faut l'emporter loin des vivants ». À partir de ce moment, Charles ne se leva plus. On l'installait dans un fauteuil attaché avec des sangles où il passait tout son temps. Il perdait connaissance, gémissait, criait, murmurait parfois des prières d'enfant. L'un des gardes écrivit plus tard. Il parlait à sa mère, décédée 50 ans auparavant. Il demandait du lait, affirmant qu'il était empoisonné. Il ordonnait de couper la tête d'ennemis invisibles. Des bougies brûlaient en permanence dans la pièce, non pas pour prier, mais à cause de l'odeur. La peau de son cou et de ses aisselles commença à se détacher. Un liquide s'écoulait des plaies et coulait sur le sol, laissant des traces. Pendant ce temps, la situation politique se détériorait. Les vassaux, autrefois fidèles, commencèrent à refuser de se rendre à la cour. À Paris, une émeute éclata en raison des retards dans les livraisons de pain. Les princes électeurs allemands se désolidarisèrent de leurs alliances avec Charles. Les ambassadeurs de Bourgogne quittèrent la cour. Même le légat papal, qui était auparavant proche de l'empereur, ne se montra plus à partir du jour où il eut lu le rapport sur l'apparition de la maladie à la cour. Les serviteurs autorisés à approcher le corps commencèrent à disparaître. L'un d'eux mourut d'une tache noire sur le cœur, comme l'indique le rapport du frère d'Arnulf. 2 autres s'enfuirent. Il ne restait plus qu'une seule femme, une vieille femme de Besançon qui ne parlait pas. On la garda auprès de lui jusqu'à la fin. Au cours de la 6e semaine de la maladie, Charles perdit conscience de ce qui se passait. Il continuait à agiter la main comme s'il signait des décrets, tandis que le pus de ses plaies ouvertes coulait sur le parchemin. Il parlait des langues mortes, exigeait que tout l'argent soit brûlé et qu'on ne lui donne que du poisson à manger. Une odeur nauséabonde régnait dans la pièce, si forte que même le soldat chargé de garder la porte se tenait le nez bouché avec un chiffon. L'autopsie révéla plus tard que ses poumons étaient pourris, complètement remplis de pus. Son foie était presque dissous. Sa vésicule biliaire avait éclaté. Des ulcères recouvraient l'intérieur de ses cuisses, son périnée et sa poitrine. Cette même nuit, l'un de ses anciens conseillers, l'archidiacre Boson, ordonna de fermer les portes et de ne laisser entrer personne, sauf le confesseur. Cette décision était politique. Derrière les portes, le pouvoir était déjà en train d'être réparti. 3 prétendants au trône, les neveux de Charles, son petit-fils et son fils illégitime, chacun soutenu par un clan différent, commencèrent à former leurs propres troupes. Une partie de la noblesse quitta Lyon. 2 jours après son isolement, Charles rendit son dernier souffle. Ses yeux se voilèrent, sa langue tomba, ses mains furent prises de convulsions. Il mourut dans son propre sang, le visage couvert de taches bleuâtres. Son corps ne refroidit pas pendant 2 jours, la décomposition ayant commencé de son vivant. Lors de l'autopsie, la peau se détachait par lambeaux. Il fut impossible de l'embaumer. Les tissus se désagrégeaient entre les mains. On fabriqua un cercueil en étain et on le recouvrit de résine. Il fut fermé sans cérémonie funéraire.
C'était la première fois qu'un empereur mourait sans avoir couronné son successeur. Cela provoqua le chaos. Des affrontements militaires éclatèrent pour le contrôle des territoires. Les villes, autrefois fidèles à Charlemagne, se sont révoltées. L'Église s'est dissociée de tout ce qui se passait, qualifiant la mort de Charlemagne de signe du feu purificateur. Son nom a été rayé de la liste des prières. Aucun vivant ne souhaitait être enterré à ses côtés. Après les funérailles, la lutte pour le pouvoir a commencé. Son corps n'était pas encore froid dans son cercueil que 3 prétendants ont commencé à rassembler des troupes. Le premier était le duc de Bourgogne Adalbert, qui a concentré ses forces à Besançon. Le deuxième était l'évêque Ludovic, fils illégitime de Charles, soutenu par le clergé de Reims. Le troisième était le jeune Louis de Lorraine, petit-fils reconnu, arrivé avec 200 lanciers d'Arras. L'ancienne noblesse, auparavant directement soumise à l'empereur, adopta une attitude attentiste. Les principaux fonctionnaires, le trésorier, 2 secrétaires et le commandant de la garde, se sont enfuis, emportant avec eux les sceaux, une partie du trésor et des documents. Les appartements de Charles étaient vides. La chambre où il était mort était barricadée. Mais selon les rapports de l'archidiacre Thibaut, on entendait des gémissements et des odeurs dans le bâtiment pendant la nuit. Les domestiques envoyés pour nettoyer refusaient d'entrer. Une semaine plus tard, les locaux furent nettoyés à la chaux et au soufre, sous la surveillance de prêtres qui procédaient à une purification par encens. Les documents relatifs aux derniers mois de la vie de Charles commencèrent à disparaître. Les procès-verbaux d'interrogatoire, la correspondance, les ordres disparurent des archives. Entre-temps, la peste s'était propagée vers le nord. En 40 jours, 28 villages furent complètement vidés. À Paris, les morts étaient enterrés dans des fosses communes. Le nombre de crémations diminua, car il ne restait plus personne dans les maisons, ni vivant ni coupable. L'inquisiteur de Rouen écrivit « La peste qui a purifié les hérétiques dévore maintenant ses juges. » Les funérailles de Charles furent une simple formalité. Le cercueil ne fut pas ouvert. On ne revêtit pas le corps. La cérémonie funéraire dura moins d'une demi-heure. 9 personnes étaient présentes, dont 3 simples moines. L'emplacement de la tombe fut longtemps tenu secret. Ce n'est que 2 décennies plus tard que les chroniqueurs du monastère Saint-Marcel mentionnèrent « Il fut enterré parmi les eaux, comme un maudit ». Un conflit armé éclata entre les héritiers de Charles au cours de la 4e semaine suivant sa mort. Plus de 300 hommes périrent lors de la bataille de Mâcon. Louis de Lorraine fut capturé et décapité. Le duc Adalbert mourut de fièvre avant d'avoir pu voir la victoire. Lodovico, soutenu par le clergé, fut reconnu comme souverain, mais ne fut pas couronné, le trône papal étant vacant à cette époque. La peste atteignit Rome. La curie s'enfuit. Personne ne posa la couronne sur sa tête. Dans toutes les chroniques de l'époque, tant laïques qu'ecclésiastiques, le nom de Charles était accompagné de précisions, sans funérailles, mort de pourriture, excommunié sur son lit de mort. Aucune église ne l'a inscrit sur la liste des dignes. Le pèlerinage vers sa tombe n'a pas eu lieu. Au lieu de reliques, il n'y avait que l'horreur. L'histoire se transmettait de bouche à oreille, racontant comment son cadavre s'était décomposé de son vivant, comment sa peau était recouverte de noirceur, comment il parlait à son ombre et ordonnait de brûler les voix dans le coin. L'une des dernières notes
rédigé par le prêtre Gauthier de Meaux, dit « Ce n'est pas son corps qui s'est décomposé, mais le royaume. Avec lui ont disparu la confiance, la foi, le pouvoir. Il ne restait que la peur et la puanteur. » On pense que c'est précisément pour cette raison que l'Église a temporairement renoncé au bûcher, symbole déshonoré par la mort du bourreau. De nombreuses lois de Charles ont été abrogées. Les archives de son règne ont été partiellement détruites. L'histoire semblait vouloir l'oublier. La cause officielle de la mort de Charles le Chauve dans les documents posthumes était épuisement dû à la fièvre. Mais les médecins qui avaient survécu parlaient de bubonum nigredo, la peste noire causée par une décomposition interne. Son foie était rempli de pus. Son cerveau présentait des traces de décomposition. Ses os étaient mous comme ceux d'un nourrisson. Ses organes génitaux étaient couverts de plaies. Son visage était méconnaissable, même après sa mort. Le serviteur qui identifia le corps déclara « Ce n'est plus un être humain ». C'est ainsi que prit fin le règne de Charles. Sa mort marqua le début d'une nouvelle période chaotique et anarchique, où chaque ville décidait elle-même de son maître. Les prêtres n'osaient plus désigner les coupables, car tout le monde pouvait être contaminé. L'Empire s'effondra. 1 an après sa mort, il avait perdu les 2/3 de son territoire. Le pouvoir central avait disparu. Le trône resta vacant pendant plus de 5 ans. Dans la mémoire populaire, Charles resta un souverain pourri, l'empereur des plaies et le juge noir. Aucune pièce à son effigie n'est restée en circulation. Son visage a été effacé des fresques. Son image ne suscitait pas la crainte, mais le dégoût. Même des décennies plus tard, on ne lui ajoutait pas le qualificatif grand, mais seulement malade, seul, sans couronne. Il ne mourut pas de maladie, mais de sa propre foi dans le feu. Il brûla l'hérésie des autres dans l'espoir de se purifier. Et il mourut en pourrissant, oublié, entouré de cendres. Et ces cendres se déposèrent sur l'Europe comme un linceul.